Vous avez déjà fait connaissance avec la Voie lactée, notre galaxie qui comprend environ 100 milliards d'étoiles. Mais la Voie lactée est loin d'être la seule galaxie de l'univers. Nous allons, dans cette session, apprendre à connaître la diversité des galaxies, ainsi que leurs formes. Nous avons vu que Galilée avait compris, dès 1610, que la Voie lactée est composée d'étoiles non résolues à l'œil nu. Mais les observations montrent également des astres à l'aspect diffus et étendu qui sont appelés nébuleuses. À la fin du XVIIIe siècle, l'astronome français Charles Messier était un chasseur de comètes. La différence apparente entre comètes et étoiles peut se faire grâce à l'aspect nébuleux des comètes. Messier était gêné dans sa quête pour la recherche de comètes par ces astres nébuleux. Il construit alors un catalogue qui contient 104 nébuleuses qui n'étaient pas des comètes. Voici le catalogue de Messier. On fait un petit peu plus puisque nous avons ici 11 colonnes et 10 lignes, donc plus de 104 objets. Vous pouvez noter dans cette matrice Messier des objets dont la nature est clairement différente. Il y a des amas stellaires, des galaxies, des nébuleuses planétaires, donc tout ceci forme le fameux catalogue de Messier. Messier 1, à gauche, est la nébuleuse du Crabe qui est le reste d'une supernova, c'est-à-dire la phase finale de la vie des étoiles. Le deuxième objet est Messier 13, c'est un amas globulaire contenant environ 300 000 étoiles. Les amas globulaires se trouvent dans le halo des galaxies comme la Voie lactée, et leurs étoiles sont parmi les plus vieilles des galaxies. Messier 42 est la nébuleuse d'Orion. C'est une zone de formation d'étoiles contenant une grande quantité de gaz ionisé. Enfin, Messier 57, à droite, est la nébuleuse de la Lyre. C'est une nébuleuse planétaire, c'est-à-dire la phase finale de la vie des étoiles de faible masse. Mais remontons un peu dans le temps pour tenter d'y voir plus clair dans la perception des galaxies et de leur nature. En 1755, le philosophe Emmanuel Kant imagine que la Voie lactée n'est pas un système unique, mais que d'autres systèmes similaires baptisés univers-îles existent au-delà de la Voie lactée. En 1855, Lord Rosse confirme, grâce à son télescope de 183 cm, que certaines nébuleuses ont une structure spirale, comme Messier 33 ou Messier 51. Voici les deux dessins réalisés par Lord Rosse en 1855. Messier 33, à gauche, est la deuxième galaxie la plus proche de nous, à peu près la même distance que Messier 31, la galaxie d'Andromède, à environ 3 millions d'années-lumière. C'est une galaxie de taille relativement réduite, environ 40 milliards de masse solaire. Dans des conditions exceptionnelles et une excellente vue, Messier 33 peut être vu à l'œil nu, ce qui en fait l'objet le plus distant que l'on puisse voir à l'œil nu. À droite, Messier 51 ou NGC 5114 est beaucoup plus lointaine, 27 millions d'années-lumière, mais aussi plus massive, 160 milliards de masse solaire. C'est en fait un système en interaction avec la petite galaxie que l'on voit ici, Messier 51b ou NGC 5195. Dans la liste des catalogues de Messier, qui est complétée ici aussi par d'autres galaxies, nous pouvons trouver des objets de morphologie variée. Des objets ressemblant à des ballons de football ou de rugby, des objets ressemblant à des spirales, vues de face ou vues de profil, comme des objets allongés. Et nous savons maintenant que ces nébuleuses sont des galaxies localisées en dehors de la Voie lactée. Quelle est la vraie nature de ces objets? À quelle distance se trouvent-ils? Sont-ils en dehors de notre galaxie ou bien à l'intérieur? Un grand débat eut véritablement lieu à l'Académie nationale des sciences à Washington le 26 avril 1920. Cela fait bientôt 100 ans. Shapley passait ces nébuleuses dans le halo de la Voie lactée, comme cela est représenté dans l'illustration. Dans ce cas, la Voie lactée serait l'objet majeur et les autres nébuleuses seraient des objets mineurs. Curtis défendait la conception d'autres univers-îles au-delà de la Voie lactée. L'un des arguments de Curtis est le suivant. Les nébuleuses spirales sont trouvées en plus grand nombre où il y a moins d'étoiles, c'est-à-dire au pôle de notre galaxie, et pas du tout où les étoiles sont plus nombreuses, c'est-à-dire dans le plan galactique. Aucune spirale n'a encore été trouvée dans la structure de la Voie lactée. Il est donc hautement improbable que notre galaxie soit, par chance, placée à mi-chemin entre deux grands groupes d'univers-îles. Ce point est d'autant plus marquant que, dans un article paru en 1918, Arlo Shapley constatait que notre Soleil n'était pas au centre de la répartition des amas globulaires. Cette distribution est plutôt centrée sur notre galaxie. Il en conclut donc que notre Soleil est en périphérie de la Voie lactée et il put estimer approximativement la distance qui nous sépare du centre.
La dimension réelle de notre galaxie était ainsi accessible pour la première fois. L'argument que Shapley avait utilisé se retournait contre lui. En 1924, Edwin Hubble réalise l'observation au télescope de 2,54 m du mont Wilson d'étoiles céphéides, dans plusieurs nébuleuses telles que Messier 31 et Messier 33. Les céphéides sont des étoiles variables et en utilisant la relation période-luminosité des céphéides établie par Leavitt et calibrée par Shapley, Hubble en déduit la distance de la galaxie d'Andromède à 0,9 millions d'années-lumière. L'estimation aujourd'hui est très proche de 2,5 millions d'années-lumière. Ceci place donc la galaxie d'Andromède bien au-delà de la Voie lactée et conforte ainsi l'hypothèse de Curtis. Pour éviter toute confusion, ces nébuleuses extragalactiques portent aujourd'hui le nom de galaxies. Cette découverte marque l'ouverture du domaine de la recherche extragalactique aux astronomes désirant explorer l'univers quasiment jusqu'au Big Bang. Dans sa quête, Edwin Hubble continue d'observer les galaxies et, en 1926, il propose une classification morphologique que l'on appelle le diapason de Hubble. 3 grandes classes de galaxies sont définies. Les galaxies spirales, les galaxies elliptiques et les galaxies irrégulières. Les galaxies sont les éléments de base, on pourrait dire les briques, de l'univers à grande échelle. Pour comprendre l'évolution des galaxies, Hubble a imaginé cette classification en forme de diapason. Le diagramme est globalement divisé en 2 parties. Galaxie elliptique à gauche, galaxie spirale à droite, et lenticulaire au centre. Les spirales forment une séquence double. En haut, les galaxies sans barre centrale, et en bas, celles avec une barre plus marquée. À cette distinction barrée-non barrée vient s'ajouter un critère sur le développement des bras spiraux, qui sont très enroulés pour les SA et beaucoup moins pour les SC. De plus, la région centrale des spirales, ce qu'on appelle le bulbe, est de moins en moins prépondérant des spirales SA au SB. À la limite entre elliptique et spirale se trouvent les galaxies SO, ou lenticulaires. Elles n'apparaissent que comme des bulbes sans bras et peuvent être considérées comme une transition entre les elliptiques d'un côté et les spirales de l'autre. Hubble a classé les galaxies elliptiques de 0 à 7 en tenant compte de leur ellipticité. Une galaxie de type E0, par exemple, est presque ronde, alors qu'une elliptique de type E7 est très ovale. D'une manière générale, les galaxies elliptiques possèdent des propriétés suivantes. Les orbites des étoiles dans les elliptiques sont plus ou moins aléatoires. Elles contiennent peu de gaz et de poussière, ce qui implique que le taux de formation stellaire est faible. Elles sont essentiellement constituées d'étoiles vieilles. Voici tout d'abord une planche montrant plusieurs galaxies spirales vues de face dont la structure spirale est très notable. Ici, plusieurs spirales barrées avec différentes orientations. Et vous pouvez noter que le début de la structure spirale se trouve à la fin, à l'extrémité des bulbes. Et enfin, quelques galaxies elliptiques. J'aurais d'ailleurs pu faire un peu d'économie et ne vous en montrer que quelques-unes, étant donné la ressemblance frappante, si ce n'est l'ellipticité, entre la plupart d'entre elles. Pour terminer, et ne pas vous laisser sur l'impression que l'univers est trop ordonné, voici les galaxies irrégulières qui ne représentent que quelques pourcents des galaxies locales. Elles n'ont aucune structure régulière ou discernable, d'où leur nom. Ce sont en général des petites galaxies avec moins d'1 milliard d'étoiles. Leur irrégularité peut avoir plusieurs origines, comme par exemple l'interaction ou la fusion de 2 galaxies. Il faut toutefois noter que ce diapason de Hubble correspond à la classification réalisée par Hubble, Edwin Hubble l'astronome, qui n'avait accès qu'à l'univers proche. Hubble, le télescope spatial Hubble, a observé l'univers beaucoup plus lointain, et nous avons noté que ce diapason évolue avec le redshift. En particulier, nous avons plus de galaxies irrégulières dans l'univers lointain que dans l'univers local. Voici d'ailleurs quelques galaxies irrégulières de l'univers local. Vous avez par exemple en haut à gauche les antennes, qui est la fusion entre 2 galaxies. En haut au centre, Messier 82, que l'on connaît déjà. Et vous pouvez noter que ces galaxies n'ont pas de forme très particulière, si ce n'est peut-être celle en haut à droite sur laquelle on peut se poser des questions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et merci pour votre attention.